votre émission Baraka Souvenir. Nous sommes pour autant heureux de vous savoir nombreux parce qu'il n'est pas toujours évident qu'on soit suivi si votre télévision n'intéresse pas. Le fait que vous soyez là, donc notre télévision vous intéresse avec nos émissions. Nous avions reçu sur ce plateau la fois dernière un invité de marque. Ceux qui nous ont suivis savent de qui il s'agit, mais pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, nous leur proposons ces commentaires de notre consoeur Kalema Kevin. Ensuite, nous nous retrouvons sur ce plateau. Né en République démocratique du Congo en 1943, M. Stéphane Kitutu, devenu plus tard Kitutu au Léon-Poix, a fait ses études à l'école Saint-Raphaël et au collège Sainte-Anne à Kinshasa, à l'issue desquelles il obtient une bourse pour la Belgique afin de parachever ses études en économie en 1961. Revenu au pays en 1963, il est recruté par le Bureau national du travail pour les comptes de l'Institut national de sécurité sociale où il preste à la comptabilité générale. Il arrive au journalisme à l'occasion d'un concours de journalisme pour la radio où il se qualifie et obtient à nouveau une bourse pour la France où il va en formation. À son retour au pays, il travaille à la RTNC Radio Nationale. Cette période coïncide avec l'installation et l'inauguration de la télévision nationale le 24 novembre 1966 où il est affecté et devient l'adjoint du professeur Malembe, l'initiateur de l'Institut supérieur des techniques de l'information, actuel Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Il présente avec lui la première édition du journal télévisé à la même date. Après ces brefs commentaires, ceux qui nous ont suivis se sont remémorés et ceux qui ne nous ont pas suivis rentrent dans le bain avec nous. Monsieur Kitutu, encore une fois, bonjour. Bonjour, chers confrères. On continue l'émission à partir de là. Voilà. Alors, monsieur Kitutu, c'est le démarrage de la télévision congolaise. Exactement. Parlez-nous-en. Bon, la télévision congolaise est partie d'abord, là maintenant je vous dis que techniquement nous étions au point le 24 novembre, nous avions commencé à faire la télévision. Mais il a fallu les préparatifs, il fallait décider de la création de la télévision, motiver et tout ça là, former les gens. Et je vous ai dit, la télévision, l'idée au départ est partie de M. Moïse Tshombe. Tshombe qui était Premier ministre. Bref, celui qui a eu cette idée-là. Ah, donc l'idée est partie vraiment de lui. De Tshombe. Le président Mobutu est venu concrétiser cette idée du Premier ministre Tshombe. En fait, les gens pensaient que cette télévision a beaucoup plus eu des raisons politiques pour être, disons, fait aussi rapidement. Parce qu'à Brazzaville, en face, depuis 1963, ils avaient déjà une télévision qui fonctionnait et les Congolais achetaient les télévisions ici à Kinshasa pour suivre Brazzaville. Donc la télévision de Congo-Brazzaville a démarré avant est antérieure à la télévision de Kinshasa. Alors cette première télévision-là, comment vous l'organisez techniquement pour arriver vraiment à l'asseoir et qu'elle soit une télévision qui prenne du chemin jusqu'aujourd'hui? Bon, voilà. Au départ, il y avait simplement, si je peux dire, deux grandes distinctions, deux grandes divisions dans cette télévision, qui était à l'époque RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Il y avait la direction des programmes, il y avait d'abord le directeur de la télévision, qui avait commencé avec nous, qui était un ancien fonctionnaire, qui n'en savait absolument pas grand-chose, qui s'appelait M. Congo. C'est lui qui était notre premier directeur de la télévision nationale. Et puis... Formé sur l'État ou... il était fonctionnaire, il était administratif, formé sur l'État. Et puis, il y avait ce qu'on appelait la direction des programmes. Il y avait à la tête de la direction des programmes un directeur des programmes, qui était en fait, sur le plan administratif, un chef de division. Et puis, il y a eu la direction des informations, qu'on n'appelait pas la direction, c'était simplement la rédaction du journal télévisé, avec à la tête un rédacteur en chef, qui avait lui aussi le grade de
chef de division. Parce que l'administration publique, dans une direction, le responsable était le directeur chef de service. Et après lui, immédiatement, il y avait un chef de division et puis après, des chefs de bureau. Et avec ça, il y avait les techniciens qui avaient aussi leur organisation avec à la tête un chef de division également technique. Alors, parce que vous parlez des techniciens, vous-même, dans votre parcours, vous avez été formé en France et puis versé à la télévision, un peu à la radio. Oui. Mais les techniciens, d'où sont-ils venus? Les techniciens, beaucoup étaient formés à l'époque. Vous savez, vraiment, on ne faisait pas les choses au hasard comme ça. C'est la compagnie SAIT, qui était une société américaine, qui en fait représentait ici les intérêts de RCA, c'est quoi ça? Radio Corporation of America. C'est une compagnie américaine qui, en ce moment-là, fabriquait des émetteurs, fabriquait des équipements de télévision. Et c'est là où nos techniciens ont été formés pour la maintenance, ce qu'on appelle, comme on dit, pour la basse fréquence, c'est-à-dire les équipements de maintenance, et pour la haute fréquence, c'est-à-dire pour les émetteurs. Monsieur Kitutu, avec l'expérience qui est la vôtre, une télévision, comment doivent être présentés ces programmes pour que ce soit une télévision qui attire l'attention du public? Bien. On dit généralement que la télévision, c'est le miroir de la société. Le miroir de la société dans laquelle cette télévision évolue. Ça, c'est le principe de base. Il ne faut pas faire des choses qui n'ont aucune emprise par rapport à cette société-là. Parce que si vous prenez une télévision dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps à diffuser ce qui se passe en France, alors qu'il y a des réalités congolaises, vous avez très peu de choses d'accrocher la population. N'est-ce pas? C'est ainsi que les émissions de type de proximité qui touchent directement au vécu quotidien tel que du téléspectateur. À l'époque, nous avions des émissions de très grande proximité. Nous faisions par exemple une émission de jeunes, Bonsoir le Petit. C'était animé par une dame, Jackie Betoko. Jackie faisait venir aujourd'hui. Oui, Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle était devenue à un certain moment un cadre de digital. Digital télévision. De digital télévision. Oui. Je crois qu'elle est un peu malade pour le moment. Elle est un peu, disons, comme on dit, en repos un peu. Mais je crois que elle va se tirer d'affaire, elle va guérir. Alors, bonne guérison à elle en passant. Moi, Jackie, bonne guérison. C'est ça. Okay. On prenait les enfants de la société congolaise et on leur faisait parler de leurs problèmes. Ah, des problèmes des enfants. Des enfants. Ouais. Les acteurs de ce programme-là étaient les enfants. Les enfants, oui. C'est ainsi que les parents aimaient beaucoup ça. Parce que vous savez que les parents sont le pendant des enfants. Ce qui intéresse les enfants intéresse au plus haut point les parents. Donc, si vous faites des émissions pour enfants qui intéressent vraiment les enfants, sachez que en arrière-plan, vous avez comme téléspectateurs les parents. Donc voilà ce genre de proximité et qu'il faut bien réfléchir pour produire des programmes qui puissent avoir cette espèce d'accrochage. Voilà. Et puis il y avait des problèmes des étudiants. Oui, comme tel que... la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce que les étudiants avaient comme problème. Moi, je faisais une émission qui s'appelait Travelling. Quels sont les problèmes que les étudiants ont à Kassapa? Est-ce que ça marche là-bas? Il y a des problèmes, ça ne marche pas et ça marche bien du point de vue académique, du point de vue social. Voilà, c'était des types de problèmes de proximité qui étaient vraiment intéressants. Et puisque nous parlons de l'époque, vous avez parlé de Bonsoir les Petits, Travelling, et il n'y a pas d'autres émissions qui ont fait que la télévision à l'époque accroche? Si on peut D'abord, les informations en soi. Ah oui, les informations. Le programme du journal télévisé, si vous le faites bien, c'est un grand moment de grande écoute. Un bon journal télévisé veut prendre combien de temps, à peu près, pour que l'attention du public ne se fatigue pas? À mon avis, si vous faites un journal télévisé dont tout le contenu
Hein, toutes les différentes pages, toutes les différentes informations sont contenues dans le 20 minutes. C'est vraiment une performance très bien. Avec principalement quelle sorte d'informations politiques, mais il faut musicales, un journal sociales, télévisé ne peut pas d'avance déterminer quel est son contenu. Le contenu du journal télévisé est décidé par l'actualité. Tout à fait. N'est-ce pas? Chaque matin, les journalistes font ce qu'on appelle une réunion du conseil de rédaction. Et c'est au cours de cette réunion du conseil de rédaction qu'on sélectionne tous les sujets politiques, culturels, sociaux, économiques, ainsi de suite. Et d'après l'impact de chaque événement, eh bien, on donne une hiérarchie à ces nouvelles. On ouvre avec ça, on ouvre avec ça, on ferme avec ça. Voilà. Alors nous allons revenir à vous, M. Guitoutou. Chers téléspectateurs, pour vous qui venez de nous prendre, sachez que vous êtes sur Baraka Télévision dans l'émission Souvenir Baraka. Nous recevons M. Stéphane Guitoutou avec qui nous avons commencé la première édition. Et aujourd'hui, nous enchaînons avec la deuxième édition. Alors, on revient à vous, M. Guitoutou. On était arrivé au niveau où vous avez rédigé, vous avez présenté plutôt le premier journal télévisé avec M. Malembe. Jean Zungambadi aussi, oui, qui était avec nous, et Benjamin Mbe Monswanga. C'était ça les premiers présentateurs de la première édition. Du tout premier journal télévisé. Ok. Bon, alors vous évoluez dans votre parcours. Oui. Après là, qu'est-ce que vous devenez vous-même? Bon, je suis journaliste et j'ai comme chef le professeur Malembe et mes chefs m'ont fait suffisamment... Et lui, il a quel grade? Il est rédacteur en chef. Rédacteur en chef, ok. Et mes chefs m'ont fait un peu confiance. Ils m'ont désigné secrétaire de rédaction. Il se fait que le professeur Malembe avait une personnalité un peu difficile à mater. Il est allé faire un reportage au Mont Ngaliema. C'était là où il y avait le président. Quand il est revenu, on lui a demandé de faire un compte rendu de ce reportage-là qui n'était pas un peu conforme à ce qu'il croyait rendre. Alors il avait refusé de faire le compte rendu tel qu'on le lui demande. Parce que... Attendez, là c'est une injonction politique. Ben oui. Alors, évidemment... Il veut rester fidèle au journalisme. Il voulait rendre le reportage en question tel que ça s'est passé. Mais toute télévision... Il y avait un sujet, je crois, sur ce qu'on appelait la 5e colonne à l'époque, les gens qui voulaient faire l'infiltration au Katanga, et des choses pareilles. Alors, bref... Et il refuse de donner la version qu'on lui propose. Ouais. Il donne la version que lui a vécue. Non, oui, il donne ce qui s'est dit dans le reportage. Par la conférence de presse qui a eu lieu au Mont Ngaliema, chez le président. Chez le président. Évidemment. Et dans les commentaires, on voulait qu'il dise je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus. Vous savez, c'est des choses qui se passent en 1967. Alors, bon, il a quitté. Il a quitté d'abord. On l'a viré ou bien il a quitté? Bon, d'abord, il a pris le devant. Il a été viré, mais il avait pris le devant. Il ne voulait plus. Parce qu'il disait qu'il ne peut pas un peu trahir, disons, sa déontologie ou son éthique. Bref. Et moi, à ce moment-là, je l'ai remplacé. Je l'ai remplacé. Mais par rapport à son comportement tel qu'il a fait là, vous, parce que nous savons que tout organe de presse a une ligne éditoriale, la télévision nationale aussi a sa ligne. Et sa réaction, d'après vous, en tant qu'expert en la matière, c'était bon ou... Non, je me suis dit que, vous savez, dans ce genre de choses, dans ce genre, le commentaire, comme on dit, c'est toujours libre. Mais les faits sont sacrés. On ne lui avait pas demandé de ternir les affaires, mais de faire des commentaires qui n'étaient pas appropriés par rapport à l'événement tel que ça s'est passé. Et là, je le soutiendrai, déontologiquement, je le soutiendrai. Mais alors maintenant, il faut regarder l'intérêt de la question. À l'époque, ce pays était réellement, comme on dit, sur les charbons ardents. Il y avait des tentatives comment on appelle ça, d'invasion par le Katanga. On n'avait pas encore totalement bien mis au point
la fin de ce qu'on appelait la rébellion mouléliste. Donc il fallait faire attention à ne pas créer encore des atmosphères qui pouvaient ressusciter ce qu'on a pu du mal à rassembler. Hein? Depuis 61, avec les rébellions moulélistes, les gens de l'Est et tout, il fallait vraiment prendre les choses... sur des pincettes. Sur des pincettes. Alors, vous les remplacez? Il ne fallait pas perdre de vue l'aspect politique de la question. Surtout que c'était une télévision publique. C'était une télévision publique, bien sûr, mais par la mentalité de beaucoup de nos chefs, aujourd'hui encore, une télévision publique est une télévision d'État. Vous voyez la nuance? Bon. Alors, moi, je le remplace et je fonctionne avec, comme ça, tant bien que mal. Bon, et puis j'ai eu un petit problème personnel, j'ai donné une information qui n'avait pas été très bien appréciée. D'ailleurs, j'ai donné cette information à la radio. Parce que nous, en ce moment-là, faute de personnel formé, on faisait ce qu'on appelait la compénétration. C'est-à-dire? La compénétration disait que le journaliste de la radio pouvait aussi prester à la télévision. Comme le journaliste de la télévision pouvait aussi prester à la radio. Comme ça, on profitait des compétences de tout le monde. Alors moi, je présentais aussi, malgré que j'étais un journaliste de la télévision, j'ai continué à prester à la radio. Je présentais un certain nombre d'éditions du journal parlé. Et c'est dans une des éditions où j'ai parlé du séjour du président Mobutu en Suisse. Et j'ai dit, le président va en visite en Europe et après toute sa tournée, là, il va se reposer dans son chalet en Suisse. Ah. Et c'est ça, alors, on m'a fait la phrase assassine. C'est ça, la phrase assassine. On m'a fait un procès d'intention. Pourquoi j'ai dit ce genre de choses? Est-ce que vous ne pensez pas que la population allait penser que le président Mobutu détournait de l'argent pour acheter Moi, j'ai dit, mais ce n'est pas l'information que moi j'ai donnée. L'information que j'ai donnée, voilà le texte. Je dis, il fait une tournée, et après cette tournée, il va se reposer. Mais le procès d'intention que vous me faites, ça c'est vous qui pensez comme cela. Bien. Bref, ça m'a valu beaucoup de problèmes. J'ai été, disons, suspendu de mes fonctions de rédacteur en chef, et puis quelque temps après, révoqué. Oh, oui, à ce point? J'ai été révoqué. Ah bon? Oui, oui. Donc, à un moment, vous n'avez plus travaillé à la télévision? Je n'ai pas pu travailler. Je suis resté à la maison. J'avais des difficultés parce que, vous savez, à l'époque, en ce moment-là, c'est nous qui avions démarré la télévision. Nous étions un peu comme des vedettes. Oui, vous l'étiez. Vous n'étiez pas des vedettes. Vous n'étiez pas comme, vous l'étiez vraiment. Oui. Alors, cette information-là a fait le tour du pays. Tout le monde pensait que j'étais en délicatesse avec le président Mobutu. Vous êtes resté dans cet état pendant combien d'années à peu près? Jusque janvier 69. Et quelles sont les activités que vous avez exercées dans notre état? J'ai fait plusieurs choses. Gustave Moutambaye m'a embauché. Malgré que les gens lui disaient non, si vous le faites, vous allez avoir le problème avec le président. Lui, vous embauchez où? À l'ancien Lista. Oui, l'actuel Lista. Vous vous occupiez de quoi là-bas? Chef de service de Home. Ah, oui. Chef de service social. Et comment vous avez repris réintégré la RTNC? Et puis, de là, j'ai quitté. Je suis allé à Sarma Congo. Sarma Congo recruté. Ça, c'est des vieux noms. Hein? Oui, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, vous les remettez vraiment des gestionnaires, dans des réminiscences. Des gestionnaires des centres commerciaux. Parce qu'ils voulaient céder leurs magasins, les centres de points de vente qu'ils avaient aux Congolais. Et nous, comme ils avaient le profil commercial, leur chef de service du personnel, un certain Pascal Mentezolo, qui me connaissait, est venu me proposer cela. Et malgré la confiance que M. Gustave Moutambaye m'avait fait, j'ai dû quitter pour aller là-bas. Mais juste quand j'allais atteindre la fin de ce stage-là, en janvier 70, Sakombi devient ministre de l'Information et en accord avec le président de la République, Dominique Sakombi, me rappelle. Ah, il vous réhabilite à la RTNC. Il me réhabilite dans mes grades et fonctions de rédacteur en chef. C'est ainsi que j'ai réintégré la télévision en 70. Et vous continuez jusqu'à devenir? Et depuis lors, j'ai continué. Et du rédacteur en chef, je suis devenu en 74
avec la réforme de l'administration publique, je suis devenu directeur de la télévision nationale. En 1982, quand, après le congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, on a créé une commission qui a créé l'OZRT, qui a créé l'ACP, la ZAP, qui a créé le Renatelsat. Et ces ordonnances-là ont été proposées au président de la République, qui les a signées. Et en 1982, on créera l'Office de radiodiffusion-télévision. Et dans le cadre des structures de cette entreprise, je serai nommé d'abord secrétaire général chargé de la logistique. Et mon confrère Mavungu, secrétaire national. Non, moi j'étais chargé de l'audiovisuel. Et Mavungu, secrétaire général chargé de l'audiovisuel. Après, on dira Mavungu qui faisait carte blanche. Qui faisait carte blanche. C'est par ça qu'il était vraiment connu. Oui. Et puis on dira plus tard que non, ce n'est pas des structures d'une entreprise publique. Nous prendrions les structures des entreprises publiques de l'État qui prévoyaient un conseil d'administration avec un DG, un PDG, un DGA et des administrateurs directeurs. Alors nous, on a eu un conseil d'administration, on a eu un PDG. Le tout premier, c'était Pascal Ngoma. Et puis, moi et Mavungu, on nous a nommés comme administrateurs directeurs. Chacun de nous deux, on était administrateur directeur en charge des informations. Moi, des informations télévisées et Mavungu, des informations radiodiffusées. Et plus tard, vu mon cursus antérieur, je deviendrai administrateur, directeur financier. Là, vous rentrez dans ce que vous avez étudié. Dans ma branche, et puis après... Ce que vous avez étudié en Belgique. En Belgique. Et puis après, et avec l'audiovisuel que j'ai fait en France, il y avait quand même une petite symbiose, et ça me permettait de bien connaître les problèmes auxquels nous devions faire face. Et en 90, le 2 mai 90, après le discours du 24 avril, que je serai nommé président délégué général. Voilà. Vous devenez rapidement PDG de l'OZRT, l'Office zaïrois de radiodiffusion et télévision. Donc le patron de la presse officielle congolaise. Non, il y avait la CP, hein. Bon, je voulais parler je voulais parler du patron, je voulais parler du patron des médias, de la télévision, de la radiodiffusion publique. De la télévision publique congolaise, zaïroise à l'époque. Exactement. Là, ça nous intéresse au plus haut niveau. Voilà. Monsieur Kitoutou, parlez-nous un peu de cette période. Parce que ça fait quand même une particularité d'être les PDG de la transition. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites à cette époque-là. Kitoutou Mobutiste. Kitoutou comment on dit ça? La main de fer. Il a bloqué la presse. L'opposition ne peut pas passer à la télévision. Il fait seulement passer les impairs. On a dit. À cette époque-là, si vous n'étiez pas bien protégé physiquement, je pense qu'on vous aurait réglé le compte. Oui. Parce que les gens vous en voulaient. Parlez-nous un peu de cette période-là. Être le PDG de la transition, c'est-à-dire on va à la démocratie, qu'on apprend, de l'autre côté, ouvrir les médias aux opposants qui doivent venir comme ça parler du mal du pouvoir. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Bien. D'abord, je dois te dire ceci, mon jeune confrère. Moi, je suis né à Kinshasa et je suis fier de ces origines-là. Je me suis toujours considéré à Kin comme chez moi, comme un poisson dans l'eau. Voilà, votre village donc, voilà. Votre fief. Voilà. Mais en raison de ce qui se passait en ce moment-là, j'ai été obligé d'avoir des gardes-corps. Vous savez, pour un journaliste que j'étais, les gens croyaient que ça me faisait plaisir. Ça me dérangeait énormément. Vraiment? Oui. Parce de me trimballer avec ces gens de la garde civile et tout, mais qui me protégeaient. Pourquoi? En raison de ce que vous dénonciez. Les gens m'en voulaient maintenant à titre personnel. Ils disaient que c'est moi qui gérais la radio, la télévision, et c'est moi qui empêchais les gens de faire un peu ce qu'ils voulaient de la radio et de la télévision nationale. Mais tel n'était pas le cas. Je suis devenu le premier PDG, effectivement, de la transition.
Mais je vous assure, c'était une période extraordinaire. Nous tous, nous apprenions les pratiques du pluralisme. Les partis politiques, nous, dans les médias officiels, on n'avait aucune référence antérieure. Des sons de cloche, disons, divergents au sein de la radio et de la télévision nationale. On avait jusque-là un son de cloche, comme les gens disent, un son de cloche unique, que moi je dis moi j'appelais unitaire, et qui nous avait habitués à un type de discours. Et avec l'ouverture de 24 avril, avec le discours du 24 avril, tout était ouvert et les gens, tout d'un coup, ont cru retrouver une liberté d'expression. Mais qui, malheureusement, y gérait mal. Moi, je n'ai jamais entendu en France les gens qui étaient de l'opposition par rapport au Mitterrand, dans d'autres pays, quelqu'un qui vient dans un média français dire que, par exemple, Mitterrand est un voleur, Mitterrand est un assassin. Non. Même s'il voulait, il n'était pas d'accord avec Mitterrand, il trouvait un langage, il trouvait une façon de le dire, mais pas comme ça. Et les gens croyaient qu'ils pouvaient venir dire ce genre de choses à la radio nationale, et à la télévision nationale, parce qu'on en a eu des spécimens lors de la conférence nationale qui a eu lieu en 2003. Mais c'était extraordinaire, les gens, ce qu'ils disaient à la radio et à la télévision nationale, en direct du Palais du Peuple. Ouais. Les gens oubliaient que c'était la télévision nationale. C'est la télévision nationale qui diffusait ce qu'ils disaient là. Hein? Tout ce qu'ils disaient sur Mobutu, sur les assassinats, ça passait et à la radio et à la télévision nationale. Donc, la liberté d'expression est un problème de cadre, est un problème de moment. Alors, ce qui me concerne, je me suis dit qu'il faut gérer cette situation-là. Mais puisque cela avait déjà été dit à la conférence nationale, et puisque vous aviez déjà diffusé ça, ça empêchait quoi? Qu'est-ce que ça dérangeait si l'on venait dire ça à une émission bien élaborée? Non, justement. C'est là qu'on était justement en train d'ensemble. Mais justement, c'est ce que je dis. Je dis, il faut gérer cela. Il faut gérer cette nouvelle liberté d'expression. Alors nous avons créé des programmes, n'est-ce pas, pour essayer de canaliser ce nouveau type de langage. Or, les gens pensaient que, venant de l'extérieur, ils viennent, je me quitte. Moi, je veux parler aujourd'hui de ça. Moi, je dis, mais la télévision nationale, la radio nationale est une entreprise. Il y a une organisation interne. Si vous voulez parler de ce sujet-là, alors, vous allez le faire dans le cadre de l'émission, par exemple, telle. C'est un cadre normal des programmes de la RTNC, de l'OZRT, qui accueillent ce genre de préoccupations. Et quelles sont les émissions que vous avez organisées à cette époque-là pour résoudre ces problèmes? Je n'ai plus d'idées, il y en a eu beaucoup. Il y a eu Plein Feu, par exemple, qui était une émission de débat, où les gens pouvaient aborder tous les sujets d'actualité de cette époque-là. Ça s'appelait Plein Feu. D'abord que j'ai animé moi-même et puis je suis parti, c'est l'homme Batenda qui a continué de le faire. On avait des émissions comme Tout le monde en parle. C'était encore une émission où on faisait venir le public et on discutait avec des micro-baladeurs à l'extérieur. Mais quand on invitait les politiciens sur le plateau, ils ne venaient pas. Ils disaient non, là c'est vous qui avez décidé du thème. Mais une télévision, mais l'émission ici, c'est toi qui m'as invité. Oui, naturellement. Ce dont nous devons parler, c'est toi qui as fixé. Naturellement. Parce que ce sont les prérogatives d'une chaîne de télévision. Mais avec votre accord. Parce que si vous n'avez pas aimé les thèmes, ça ne passerait pas. Mais voilà. Et également, il disait ça, il vous le reprochait, il dit c'est vous qui avez arrêté les thèmes. Donnez-nous aussi l'occasion de... Si vous invitez des gens pour parler pardon, on appelle ça. À l'époque, il y avait un grand débat ici. Il y avait d'un côté des fédéralistes et de l'autre côté des unitaristes. Bon,
On invite M. Ngoy de l'UDPS. On invite M. Falani de UMPR. Des exemples plus comme ça. Des exemples comme ça, puis pour venir débattre de fédéralisme et de l'unitarisme. De façon systématique. L'homme de l'opposition ne viendra pas. Parce que c'est vous qui avez fixé ce thème. Et je ne veux pas cet interlocuteur-là. Je dis, mais non. Vous allez même nous imposer des gens qui doivent venir débattre des programmes. Voilà ce genre de problème que nous avons connu et pour lequel on nous a accusés de ne pas avoir laissé l'opposition parler. Et je prenais les précautions pour ce genre d'émission d'envoyer des invitations écrites. Et généralement, je recevais des réponses en retour à ma correspondance qui disaient niet. Oui, mais ça, c'est... Arrêtons-nous un peu sur ça. Ouais. Mais ça, le public, vous n'en savez rien. Mais justement, maintenant, vous en parlez avec le recul du temps. Mais est-ce qu'à cette époque-là, il vous était interdit d'en parler en termes de justification parce que vous étiez trop accusé? On disait que vous étiez en train de sélectionner qui passe, qui ne passe pas. Mais puisque vous avez sélectionné tout ça, n'était-il pas possible, dans une émission ou à l'occasion, bon, je ne sais pas, concevoir un programme où vous dites non, on m'accuse, c'est vrai, mais voici. Voilà. J'ai appelé, et tous ils refusent systématiquement. Et ça vous aurait quand même dédouané. Et je l'ai fait. Je n'en ai pas parlé comme cela, comme vous le dites. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une forte tension. Et j'étais déjà considéré comme une espèce de forte gueule. Et je devais faire attention, même à ma propre sécurité. Les gens s'imaginaient que j'étais là pour défendre Mobutu, alors je défendais des principes. Alors, pour faire ce que tu dis là, j'ai pris toutes mes lettres, toutes les réponses qui m'ont été données, et quand il y a eu la conférence nationale, tout ce dossier, je l'ai donné au président de la conférence nationale à l'époque, qui était Monseigneur Mosengo. Je dis, voilà toutes les accusations qu'on me fait, voilà ce que j'ai fait pour essayer de donner la parole à tout ce monde-là. C'est à vous de voir, si vous pouvez rendre ça public au niveau de la conférence nationale, ou vous pouvez m'inviter pour que je vienne en parler alors, ce moment-là, officiellement dans un cadre officiel, pour qu'on ne m'accuse pas de défendre ceci, cela. Et quelle a été sa réaction? Monseigneur Mosengo m'a dissuadé. Pourquoi? Il dit, mais vous voulez qu'on vous lynche ou quoi? Moi, je sais, j'ai la documentation, les lettres existent, les signatures là, je les reconnais parce que j'ai une certaine correspondance. Et avec les tenors de ces différentes structures qui se disent de l'opposition, nous en parlerons. Nous en parlerons, je leur montrerai ce qu'il y aura à faire. Et le type de langage qu'ils tiennent devant le public n'est donc pas fondé. Voilà comment on a trouvé un arrangement. Et plus tard, je pense qu'avec cette approche de Monseigneur Mosengo, quand on a créé des émissions comme Ukweli, on a créé des émissions comme 2 sons de cloche, les gens étaient devenus plus calmes, plus doux. Parce qu'ils ont compris qu'une radio, une télévision est quand même le responsable de ces programmes. Une radio, une télévision ne fait pas de programmes comme ça. Oui, mais... Il y a d'abord une commission de grille qui a étudié le programme, qui a étudié le contenu. On a fait un petit sondage, on a vu du point de vue du public qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui ne l'était pas. Mais vous ne pensez pas qu'à cette époque, aujourd'hui là, avec les temps qui beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts, sous les ponts voulais-je dire, est-ce que vous ne pensez pas que l'approche de Monseigneur Mosengo était quelque peu pas très bonne pour vous, surtout en tant que réputation? Parce que maintenant vous le dites, c'est passé. Bien des gens sont morts, ils n'entendront pas ça. Bien des gens sont nés, ils n'en comprennent pas la portée. Et ceux qui en comprennent la portée aujourd'hui, ils existent, ils sont encore là. Mais vous ne pensez pas qu'à cette époque-là, vous aviez quand même besoin de vous dédouaner aussi si la chose avait été faite telle que vous l'avez proposée?
que vous passiez à la conférence nationale avec toute la ceinture de sécurité qui était là, que vous dénonciez pour dire non, écoutez, ce n'est pas moi. Moi, je fais. Mais voilà ce qu'eux donnent comme réponse. Vous ne pensez pas que ça aurait été mieux que cela soit fait comme ça? Non, c'était ça. Je pense que les gens allaient à l'époque. Je l'ai dit parce que la consommation de cette réputation-là, c'est le public qui a consommé. Mais bien Ce n'est pas que les hommes politiques. Oui, je sais, mais j'ai eu des problèmes au public. Alors il fallait que le public aussi sache mais malheureusement, moi, en ce moment-là, je craignais peut-être plus le politicien que le public. Parce que, pourquoi? Parce que la plupart des politiciens qui font ce genre de choses étaient ceux à qui nous avons donné des invitations pour venir participer aux émissions et qui les avaient refusées, qui avaient refusé ces invitations pour leurs raisons personnelles. Et ils le savaient, eux ils le savaient. Et moi, me mettre devant le public, commencer à parler, dire par exemple, j'ai invité monsieur Paul, monsieur machin, monsieur tel. Mais vous savez, sur le plan du public, il allait faire encore des déclarations qui allaient encore mettre totalement en porte-à-faux par rapport à l'opinion publique. Alors je préférais laisser tomber comme ça et que, consciemment, sachant que eux, ils étaient au courant de la vraie réalité, en fait, ils faisaient alors de fausses accusations. Voilà où je trouvais un peu mon accusation. Le public s'imaginait cela. Mais on dit toujours que le public a toujours une intelligence personnelle aussi, malgré tout ce qu'on peut lui faire. Est-ce qu'il n'y avait pas en ça une certaine crainte en vous, dans ce que l'adage dit, chat échaudé craint l'eau froide? Parce que dans votre parcours, vous l'avez dit, une fois vous avez annoncé que le chef de l'État, il fait la tournée, il va se reposer à son chalet, et puis ça vous a coûté ce que ça vous a coûté. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi ça, un filigrane pour dire que ça peut encore arriver, et surtout que vous êtes devenu une personnalité politico-administrative en tant que PDG? Tout à fait. Mais ce que je vous dis, il fallait éviter de mettre encore, comment on appelle, de chauffer encore l'atmosphère. Parce que les déclarations d'un homme comme moi, président, directeur général de l'Office zaïrois de radiodiffusion de télévision, confondu à un personnel politique proche du MPR, proche du président Mobutu, dire que non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est certains dirigeants de l'opposition qui ont des choses à déclarer, qui refusent de venir parler à la radio et à la télévision. Mais l'atmosphère des années 2003-2004, je ne sais pas si vous êtes capable encore de vous remémorer ce que c'était. Voilà à peu près dans quelle ambiance nous évoluons. Oui, mais M. Kitutu, PDG de la télévision nationale, OZRT, c'est une très grande charge que Mobutu vous avait confiée. Le président Mobutu, voulais-je dire. Oui. Tel que vous avez presté. Est-ce que vous pensez qu'il a été satisfait par rapport à ses attentes? Qui ça? Le président Mobutu? Oui. Moi, vous savez, moi j'ai fait mes 5 ans de mandat. J'ai fait mes 5 ans de mandat jusqu'à ce que j'ai pu avoir un problème avec mon ministre. Qui était M. Masségabio. Ministre de l'Information. Ministre de... Oui, c'était encore de l'information. Mais encore, au fait, à propos de l'information, vous pensez vraiment que vous faisiez encore de l'information dès lors que le ministère de l'information que nous évoquons maintenant était devenu ministère de l'orientation nationale? Est-ce que c'était encore de l'information, ça? Non. Ce n'était pas de la propagande? Non. Vous savez, l'information, c'est toujours l'information. Tel que vous êtes en train de me recevoir là, c'est une information brute. N'est-ce pas? Quand vous allez la diffuser, il y aura des commentaires. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je dis toujours ceci. C'est un exemple typique que je donne par exemple à certains étudiants quand j'ai parfois la chance de parler avec certains étudiants. Le président Mobutu est allé à Mbuji-Mayi, où il avait été accueilli de façon triomphale. Mais dans l'opinion publique, on avait fait croire que, vu ce qui se passait entre, par exemple, le président Mobutu et M. Tshisekedi, le président Mobutu ne pouvait pas mettre ses pieds à Mbuji-Mayi. Et qu'à Mbuji-Mayi, on ne pourrait pas l'accueillir.
Et ce séjour-là, cette visite du président Mobutu à Mbujimayi, a démenti tout cela. Est-ce que vous savez ce que les gens ont dit? Nous avons fabriqué ces images. Mobutu n'a jamais été à Mbujimayi, et ça sont des images inventées par la télévision, inventées par Kitutu. Mais comment les gens... Vous êtes un homme de télévision. Peut-on inventer les images de l'aéroport de Mbujimayi? Non, mais comment les gens ne diraient pas ça dans la mesure où vous êtes passé du ministère de l'Information au ministère de l'Orientation nationale? Est-ce que Qu'est-ce qui justifie ça? Non, tu es un homme de télévision. Oui. Je te pose une question. Oui. L'image de Kitutu que vous avez là maintenant, Oui. moi, face de vous, Oui. vous l'inventez? Pouvez-vous l'inventer? Non, mais je peux prendre une image antérieure pour les besoins de la cause. Mais de ce la serait place. toujours une image... Parce que Mobutu, les images de la masse, de la Oui. foule, il y en avait plein. Il y en avait plein Non. des images comme ça. On prend une image, on dit que c'est Mbujimayi. Le C'est séjour. faisable, non? Le gouverneur de l'époque, Oui. les gens qui étaient là, les Ouais. politiciens Oui. du Kasaï qui étaient pro Mobutu Ouais. de l'époque Ouais. étaient là. Comment voulez-vous qu'on ait pu inventer ces images? Non, on ne dit pas qu'on les invente dans le Mais sens non, qu'on mais les ce fabrique. on n'est pas dans le sens qu'on les on fabrique. n'est plus les inventer, on n'est plus les fabriquer. Non, les images de télévision, on les fabrique toujours. Hein. Il faut une caméra. Hein. Non, non, je parle de la fabrication en termes que c'est des Il y a images. peut-être un montage qui peut être, disons, Ouais. inapproprié, mais Ouais. les images ont toujours une source réelle. Aujourd'hui, peut-être avec nos caméras, on peut créer des images, comment on appelle ça, virtuelles et tout, Ouais. tout Ouais. ça là. Ouais. Mais les images virtuelles sont des images virtuelles. Non, mais non, monsieur Kitutu, s'il vous plaît. Là, Ouais. vous allez être d'accord avec moi que Oui. Mobutu, les images où Ouais. il avait fait des plein de foules, il y en avait plein. Et dans Non. toutes les provinces, il y en avait plein de ces Mais bien images-là. sûr. Alors maintenant, on pourrait, dans le cas d'un montage orienté, parce qu'on n'est plus au ministère de l'Information, Non, de non. l'Orientation Mon cher ami. nationale, on prend ces images-là, on les sélectionne et on produit. En tant qu'homme de On télévision, produit, oui, vous devez oui. être d'accord avec moi que Oui. il y a toujours ce qu'on dit, trois unités Mhm. dans la télévision, Ouais. le cinéma. Oui. Il y a le lieu, Oui. il y a le temps Oui. et il y a le personnage. Mhm. N'est-ce pas? Mhm. Ce sont des choses en langage de cinéma Mhm. ou en langage de théâtre qu'on ne peut pas inventer. Mhm. La scène où se passe quelque chose, ici je suis en train de faire une émission Ouais. dans ce jardin. Oui. Nous ne pouvons pas inventer ce jardin. Mhm. Je suis ici en face de toi. Mhm. Et la circonstance de temps, ça se passe le 6 août 1922. Je peux faire tout ce que je veux. Tout ce que je peux faire, c'est, je ne sais pas moi, me tromper de date. Mais on ne peut pas voir cet endroit et dire que je suis à l'hôtel intercontinental. Alors, qu'à cela- Voyez-vous? Oui, je comprends ça. Vous comprenez? Oui, mais qu'à cela ne tienne. Je reviens à ma question. Circonstance des lieux. Je On ne comprends. peut pas changer des lieux. Je comprends tout ça. Mais oui. Mais vous savez, la motivation des gens, c'est parce qu'ils n'ont plus confiance. Bon, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Ouais. Mais alors, vous aussi, Oui. vous avez la responsabilité ici d'expliquer, Au début, par exemple... nous avions dit ceci. Oui, L'information est sacrée. ouais. Et le commentaire est libre. Oui, Peut-être si vous dites que dans les commentaires que nous faisions, oui, on peut avoir une orientation oui. particulière, là Ouais. je serais d'accord avec vous. Justement, c'est là que ma question revient Oui, mais encore. c'est toujours... Quelle était l'opportunité? Parce que vous Oui. étiez à la télévision nationale. Oui, Alors, et vous dépendiez du ministère qui s'occupe de médias, Oui, c'est-à-dire les bien infos, sûr. etc. oui, Bon, maintenant, quelle est l'opportunité, d'après vous, Oui. de travailler dans un contexte où oui, le ministère de l'Information devient le ministère de l'Orientation nationale? bien sûr. Quelle est l'opportunité? L'opportunité est simple d'après les orientations des politiciens Mm. de chaque moment. Mm. L'orientation nationale, c'était quoi? Le pays, d'après la structure politique qui le dirigeait, avait besoin d'unité, Mm. avait besoin d'une cohérence nationale. Mm. Le pays avait besoin d'avoir un peuple, des populations qui réfléchissent en gros
la même manière. Mhm. L'orientation des politiciens dans ce contexte-là est d'amener la population à adhérer à cette vision-là. Mhm. Ce qui veut dire que ce que l'on doit, en quelque sorte, dire à cette population, Mhm. doit d'une manière ou d'une autre Mhm. rejoindre ces préoccupations de base. Mhm. La recherche de l'unité nationale, Mhm. la recherche d'une certaine cohésion Mhm. et la recherche d'une certaine, disons, d'un certain nationalisme. Mhm. Voilà ce qu'on peut considérer comme l'orientation. Mhm. L'orientation en question est dans le sens de faire prévaloir une préoccupation idéologique, Mhm. une préoccupation politique. Voilà, c'est aussi simple. L'orientation nationale n'occulte pas l'information. L'orientation nationale donne l'information, Mhm. sélectionne l'information Mhm. dans le but de faire asseoir cette vision-là, Mhm. sans occulter la réalité, parce que vous ne pourriez pas. La réalité existe. Mais puisque... Mais nous faisons un choix. L'orientation, c'est dans ce choix-là. Mhm. C'est dans le choix de l'information. Mais l'information existe, vous ne pouvez pas l'occulter. L'orientation... En tenant compte du fait oui, que oui. dès avril 24, on avait introduit un pluralisme médiatique. Il Non, ne faut jamais oublier ça. non, le 24 avril. Le 24 avril. Oui, Oui, on avait introduit un... Donc, l'OZRT était devenu un des sons de cloche de l'information au Congo. Oui. Vous étiez moboutiste? Non. Quand on dit moboutiste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous avez adhéré de plein gré? Je croyais... Nous l'étions de force. Ça, c'est une chose. Non. Mais il y en avait qui aussi avaient adhéré. Permettez-moi Oui, de dire ceci franchement. Aujourd'hui, vous me donnez l'occasion. oui, Je croyais oui. et je crois aujourd'hui encore à la nécessité de l'unité de ce pays. Mhm. J'y crois franchement. Mhm. Vous pensez que tout ça avait été fait dans Je le... crois Mhm. fermement, Mhm. aujourd'hui encore, à la nécessité de faire table rase Mhm. de nos différences. Mhm. Je crois fermement Mhm. que le Congolais Mhm. doit se sentir partout au Congo, Mhm. chez lui. Et bien si c'est ça le moboutisme, eh bien je suis moboutiste. Voilà. C'est aussi simple. Monsieur Kitutu, Oui. amis téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre en ce moment, Oui. nous sommes vraiment à bâton rompu avec Monsieur Kitutu, Oui. un des piliers de la télévision de ce pays. Oui. Et qui a évolué jusqu'à ce jour. Il a fait toute la carrière dans la télévision et nous échangeons avec lui. Alors, monsieur Kitutu, revenons un peu sur la télévision elle-même, au début là. Parce que nous sommes dans le souvenir. Pourrez-nous nous citer ici quelques personnalités qui reviennent comme ça en mémoire et qui ont fait quoi à la télévision avec vous, qui ont été des chevaliers avec vous, qui ont été des pionniers avec vous? Vraiment, cet exercice-là, je m'en réserve toujours parce que j'ai eu tellement de collègues, des gens excellents, et j'ai une mémoire d'homme qui peut faillir. Non, on dit que la culture, c'est ce qui reste après qu'on ait tout oublié. Bien sûr. Alors, ce qui reste là. Il y a eu des gens comme mes collègues de la télévision, comme les gens comme les Kayumbi Béa. Qu'on appelait Théo Boniface. Théo Boniface, oui. Qu'est-il devenu? Qui étaient des grands animateurs. Théo était devenu pasteur. Il est allé mourir malheureusement au Canada. Oh, paix à son âme. Il est mort. Oui. J'ai connu des gens. Et Théo Boniface, il a émergé dans quelle émission? Oh, Théo faisait beaucoup de programmes de variété. Tel que... mais c'est lui le créateur de Kin Kese. Kin Kese, oui. À la télévision, c'est Théo. Et il y a eu les gens, les successeurs comme les Kayou et les Lukunku, qui ont pris
le relais. Mais c'était la création de Théo Boniface. Et Lukonku lui-même, quelles émissions il a créées? Benoît a continué Mhm. l'émission Kinkiese, qui est devenue plus tard Variété samedi soir, l'émission de variété. Mais avant ça, il n'a pas créé une émission à lui, quelque chose qu'il a Oui, identifié? il avait fait un programme Oui. de bidule, Les bidules. par exemple. Hein, vous vous rappelez, un jeu Si, je m'en souviens. Oui. de bidule, par Les exemple. bidules où on nous montrait à peu près ce qu'était quelque chose. On vous demandait alors, de dire on ce vous que c'était demandait exactement. Donner Oui, hein, c'était là, le sous nom forme exact mosaïque, de la oui. chose. Ouais. On vous dit Bon. c'est en plastique, c'est en caoutchouc, c'est oui. Oui. Je me rappelle même une fois à une émission, j'étais très jeune, Oui. un Mouloubala qui est passé demander à Benoît ce que c'était. Benoît, il disait à peu près. Après, finalement, il n'a pas réussi et puis il s'exclame: Ah, Benoît Ngambila Bidil a dit. Mais c'est très bien ça, comme réaction. C'était très bien de la part de ce monsieur-là. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Ngambila Bidil Yebisali. a dit, Enfin, Benoît ne pouvait pas. Non, il ne devait pas. Il ne pouvait pas. Oui. Alors, il y a eu des gens comme les Emédi qui ont fait des grandes Mehdi émissions. Monamboyo. Comment On on peut se appelle rappeler ça par quelle émission? Par exemple, le podium, où il y avait un Podium, problème d'artistes. Il est encore en vie? Non, Oh. Emédi vient de partir aussi. Oui. Il y a eu des gens, de grands réalisateurs, comme Lutuma Bangou, qui étaient de grands réalisateurs. Il y a eu aussi des grands créateurs, comme Mansevani, qui est le véritable créateur du théâtre de chez nous, que notre ami, collègue et frère Chitengesana a poursuivi. Voilà, Et du côté femmes, vous ne citez que les hommes, apparemment. Non, il y a eu des femmes qui ont animé des grands programmes. Ngeli qui a créé des émissions comme Bonsoir les Petits. Il y avait au début Catherine Mbombo, qui a animé avec... Quelle Catherine Zouzou en Mbombo? Non. Catherine Mbombo qui est maintenant en Belgique, il a épousé un Belge qui faisait aussi des émissions de variété. Et il y a eu des journalistes sportifs. Hein, des gens comme les Bassum Ganzinga. Ça, c'est à la télévision. Il y avait plutôt des gens de la radio comme les Koualanga Gérard et tous les autres. Et sans oublier la sommité des journées sportifs, non seulement congolais mais africains, les Tchipumpu, des gens comme ça. Ouais, donc il y a eu beaucoup de gens. Les génies La Paix qui ont fait le journal parler, et puis les grandes dames comme puisque vous voulez qu'on parle des dames, comme notre amie, comment il s'appelle, je ne peux pas oublier, Pauline Kabangou, la femme de Marcel Moulumba, par exemple. Voyez-vous? Et nous avons ici plein de photos. Je pense qu'il y a quand même lieu de les commenter aussi un peu. Oui. Et la photo ici, par exemple, où vous êtes avec le maréchal Mobutu, c'est à quelle occasion? Oui, le maréchal Mobutu aimait rassembler à l'occasion d'événements nationaux les Congolais de divers milieux autour de lui. La presse, les gens de la politique, de la société civile, ainsi de suite. Souvent, par exemple, à l'occasion des fêtes de Noël, il organisait une messe où on retrouvait presque tous les Congolais de tous les milieux encelés. Et à l'issue de la manifestation, le président Mobutu aimait bien saluer les différents représentants des corps qui étaient là. C'est ainsi que moi, à un certain moment, j'étais président de l'Union nationale de la presse du Congo. J'ai été élu, contrairement à ce que les gens pensent, je n'ai pas été nommé, élu. Et représentant la presse dans beaucoup de manifestations, j'avais l'occasion donc de rencontrer le président et de le saluer. C'est l'occasion de cette photo-là. Alors, nous allons vers la fin de notre émission. Maintenant, je pose une question d'ordre vraiment général. La télévision, qu'elle soit des
étatique, bon, si elle est de l'État, peut-être qu'elle vit des subsides de Qu'elle soit publique, disons. Qu'elle soit publique, bon, vous insistez trop sur le public, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On aurait ouvert un débat sur le public et l'étatique. Oui. Mais bon, l'occasion viendra toujours, on en parlera. Oui. Mais je voudrais savoir qu'une télévision, si elle est publique, je suppose qu'elle est supportée financièrement par l'État, et elle a des financements, tout ça. Mais quand une télévision est privée, de quoi vit-elle essentiellement? Une télévision privée vit essentiellement, si je peux dire, de la qualité de ce programme. Vraiment, ça veut dire. La qualité de ce programme, des programmes d'une télévision privée, impacte sur l'audimat, c'est-à-dire l'audience. Je pense, ouais, c'est ce que je voulais dire, il fallait expliquer l'audimat parce que le terme est tellement technique qu'on n'est pas très sûr que tout le monde le comprend. C'est l'audience. L'audience, oui. Et l'audience, c'est-à-dire le nombre de gens qui regardent une chaîne, est l'élément commercial, commerciable. Vous dites, voilà, moi, dans 100% de l'audimat congolais, j'ai 30%. Et ce sont ces 30%-là que vous négociez quand vous allez voir les annonceurs. Les annonceurs, c'est pour aboutir les annonceurs, c'est-à-dire en fin de boucle les à annonceurs, ceci. le public qui nous suit ne comprend pas trop bien. Hein. Je ne sais pas Les sûr, annonceurs, c'est qui, les c'est-à-dire annonceurs, oui. les gens qui nous amènent la publicité. Donc, vous voyez d'où nous partons. Qualité de programme, Ouais. nombre des auditeurs, des Pour téléspectateurs, l'audience, intérêt ouais. pour les commerçants, pour les annonceurs, Ouais. en raison de votre Ouais. part du marché. Ouais. Et votre part du marché de l'audimat, de l'audience, vous devrez être, comme disent les économistes, directement proportionnel par rapport à l'assiette publicitaire que vous engagez. Plus votre audience est grande, plus vous devez avoir une part de la masse de l'enveloppe publicitaire. Voilà la logique dans la télévision. Et les gens ne doivent pas oublier que la télévision, dans un système économique, dans un pays, fait partie de ce qu'on appelle le secteur tertiaire. Donc, le secteur tertiaire, c'est le secteur des services. Hein? C'est le secteur des services. Dans une économie, il y a généralement 3 secteurs. Il y a le secteur primaire, l'agriculture, tout. Secteur secondaire, industrie, et secteur tertiaire, les services. Voilà. Vous ne pensez pas que les réseaux sociaux mettent la télévision en danger? Parce que là, c'est en principe pratiquement une télévision de poche où vous avez les informations en temps réel et où vous avez même la possibilité de créer votre télévision à vous-même. Oui. Vous ne pensez pas que ça menace la télévision dans sa forme traditionnelle telle que vous l'avez fait? Non, je ne pense pas. Parce que les gens citent toujours ceci. La radio n'a pas tué l'imprimerie, n'a pas tué le livre. La télévision n'a pas tué le livre. La télévision n'a pas tué le cinéma. L'audiovisuel... Je compléterai même pour dire que la moto n'a pas tué le vélo. Non, la moto n'a pas tué le vélo, pour d'autres raisons. Bref, vous allez vous rendre compte que chaque nouvelle technologie amène sa spécificité. Ce qui fait que la radio et la télévision traditionnelle ont leur propre spécificité. Telle que ceci. Il y a d'abord, en ce qui concerne la télévision, un phénomène que ce que vous êtes en train de dire là tente de briser la vie en famille. La télévision est un objet de sociabilisation familiale. C'est-à-dire? On regarde la télévision en famille. Ensemble, oui. Ensemble. On en discute. Il y a des programmes
malgré tout ce que nous regardons dans les réseaux sociaux, qui seront toujours discutés en famille. Regardez le phénomène des matchs. Aujourd'hui, regardez les matchs internationaux de la Liga. Allez un peu ici, là où il y a le truc, là, comment on appelle ça, Winner. Winner, oui. Allez voir, quand on voit Barça et, je ne sais pas moi, Real de Madrid. Un écran pour à peu près, généralement quand il y a 1000 personnes. Autant de personnes. Donc l'impact de la radio et de la télévision dépassera toujours, du point de vue sociologique, ce qu'il y a dans les... Pourquoi les gens, les créateurs de ces réseaux insistent toujours partager. C'est pour essayer d'améliorer l'impact de leur programme vis-à-vis des destinataires. Alors que la radio et la télévision, on dit ceci, il suffit d'être en bonne santé. Il suffit d'écouter, il suffit de regarder pour accéder à la radio et à la télévision. Ici, il faut savoir lire et avoir un certain niveau de technicité. Pour manipuler. Il y a les limites en question qui, dans des pays comme les nôtres, seront toujours là. Et de plus en plus, il y aura des limites de type médical. C'est-à-dire ? On se rend compte que de plus en plus, l'usage de ces choses-là provoque des maladies. Bon, de vision. Ça reste à débattre parce que ça, c'est notre débat. Il y a là-dedans aussi... l'écoute régulière avec la lobe gauche, une lobe, gauche du cerveau, mais là-dedans... il y a des atteintes. Non, ne perdons pas de vue que là-dedans, il y a aussi la concurrence. Et puis bon, on se fait la guerre et c'est des bonnes guerres. Mais je pense que les médecins qui font ce genre d'études sont des honnêtes personnes. On entend parler, mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est difficile d'établir vraiment la part du vrai et du faux dans tout ça. C'est vrai que c'est un méli-mélo terrible là-dedans. Il y a du vrai et du faux. Mais je vous donnerai un exemple. Quand je suis un homme de télévision, je ne peux pas combattre la télévision. Regardez la télévision 30 minutes avant de vous coucher. Vous allez voir les difficultés que vous allez avoir pour fermer les yeux. Bon, mais alors je voudrais là qu'on aborde un dernier volet. Okay. Votre commentaire sur la télévision telle que vous l'avez commencé et telle que c'est fait aujourd'hui. Oui. Il y a un mot? Non, aujourd'hui, il y a un monde entre les deux télévisions. Nous avions fait de la télévision. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait le parcours. J'ai commencé la télévision en cinéma et j'ai commencé la télévision en milieu public et j'ai fait la télévision aussi en milieu privé. J'ai dirigé pendant 14 ans un réseau de radio et de télévision privée. Donc, je suis en mesure de comparer. La télévision telle que nous le faisions à l'époque, vous savez, quand on commence l'art au début exige beaucoup de connaissances et beaucoup d'engagement de la part des artistes. Nous faisions de la télévision un peu d'artistes. Aujourd'hui, l'excès de moyens que la plupart des faiseurs de télévision ont, la rapidité pour transférer l'info, la concurrence qui existe entre les différents faiseurs de télévision provoque l'affaiblissement de cette télévision. Comment ça? Mais oui, la précipitation dans la diffusion, l'approximation dans l'info. Et ça, c'est un des grands problèmes de ces réseaux sociaux où nous parlons de fake news. Bref, la télévision actuelle a beaucoup trop de moyens. Et à chaque fois qu'on a trop de moyens, il se pose un problème de choix. Que faut-il produire? Avec nos moyens, nous pouvons faire maintenant n'importe quoi. Regardez certains programmes, par exemple, du type, comme on dit, télé-réalité. Ce sont des programmes très regardés. Mais moi, je me pose la question vraiment, est-ce qu'il y a un intérêt? Il y a véritablement un intérêt pour ces programmes-là de type télé-réalité où on va filmer, par exemple, des jeunes filles dans leur logement, les problèmes qu'ils ont avec leurs amis, parfois leurs dans amants, leur vie intime. leur vie intime. Je me pose la question.
Voyez-vous? Donc, on a trop de moyens. Aujourd'hui, à mon avis, il faut sélectionner ces moyens. Oui, M. Kitoutou, merci. Encore une fois, tout le plaisir a été pour nous. Non, moi aussi, Et je suis vraiment heureux que vous m'ayez donné la parole. Vraiment. Ouais, ouais. Et tout le plaisir a été surtout pour nos téléspectateurs. Ouais. Un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est celui-ci, que les Congolais deviennent de plus en plus autonomes dans leur façon de percevoir les choses. Nous sommes des gens de la radio et de la télévision. Nous leur communiquons beaucoup de choses afin de leur permettre d'avoir un background qui puisse leur permettre d'avoir, comme on dit, une rationalité individuelle. C'est ce que je souhaite. Tout ce que nous faisons, les uns les autres, télévision Baraka, télévision du cinquantenaire, la RTNC, du point de vue de la radio Top Congo, tous les autres, tout cela doit aboutir à créer une rationalité individuelle du Congolais. Voilà ce que je souhaite. Voilà mon dernier mot. Si vous avez aimé cette émission, merci. Merci encore une fois. Et dites également aussi merci à tous ceux qui nous ont permis de prendre contact avec notre invité de ce jour, M. Kitoutou. Nous citons ici notre ami Jean-Claude Mougalou, qui nous a donné les coordonnées de M. Kitoutou. S'il nous suit en ce moment, nous lui disons encore merci. Vous aurez l'occasion de suivre cette émission en dehors de Baraka Télévision, comme vous venez de la suivre. Vous la suivrez également sur Média Plus, également sur Jérusalem Télévision et enfin sur Baraka FM à la radio.